avoir choisi Camdis TV. Bienvenue à ce prime du soir, ce débat autour des questions d'actualité au Cameroun. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure pour échanger autour de cette question intéressante qui marque naturellement la journée. On va parler avec nos invités ce soir du Lébialem dans la région du sud-ouest Cameroun, à la lumière, pourquoi pas, de cet assassinat. 3 chefs traditionnels mis hors d'état de nuire pour ces séparatistes qui se sont engagés dans cette bataille contre le gouvernement de la République et qui ont choisi de porter les armes. Une question d'insécurité qui remet sur la table les pans qui envisagent naturellement le reconfort des populations sur le plan local lorsqu'on sait encore que le gouvernement de la République a encouragé il y a quelques semaines le retour de ces chefs traditionnels dans leurs différentes localités respectives. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi ces assassinats? Et quelle est donc la riposte envisagée par le gouvernement de la République? Tentative d'éléments de réponse au cours de cet échange ce soir. Et puis nous allons parachever notre programme en sport en parlant encore de la Fédération camerounaise de football avec ce bicéphalisme observé depuis hier mardi, tant du côté de la FECA Foot avec le bureau intérimaire conduit par Seydou Mbonjoa et le comité provisoire de gestion, lui de 2009, conduit par le sénateur Albert Mbida. Où allons-nous avec ce bicéphalisme à la tête du football camerounais alors que le chef de l'État demande de taire les querelles et de reprendre des positions idoines en vue d'encourager le sport roi dans notre pays, le Cameroun? Voilà le plat de résistance de cette émission ce soir. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis et merci d'être un fidèle téléspectateur de Camdis Télévision. Alors nous accueillons nos invités. Je commence par Angelo Twili. Il est commissaire au compte national du PCRN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. C'est un plaisir d'être sur Camdis TV. Merci bien pour cette marque de confiance de nous retrouver pour échanger avec vous sur l'actualité ce jour au Cameroun. L'autre invité, c'est Elvis Mvogo. Il vient tout droit du comité central du RDPC, parti très ouvert aux propositions visant à accompagner le Cameroun à sortir de toutes ces difficultés. Bonsoir Elvis et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et également les internautes qui nous suivent via votre page Facebook et votre site web. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, c'est ma première. Donc je vais profiter comme c'est ma première de souhaiter une bonne année à toute l'équipe technique de Camdis TV et j'espère que les échanges seront fructueux et nous pourrons mieux édifier nos compatriotes sur les différents thèmes. En tout cas, c'est le mal qu'on vous souhaite, hein, d'avoir de la pugnacité au cours de cette tranche d'antenne. En tout cas, les équipes techniques se déploient au quotidien à Camdis TV. C'est une équipe dynamique et jeune qui reste basée sur les principes essentiels du travail. Alors, pour planter le décor et comprendre davantage ce qui s'est déroulé dans cette partie du Cameroun, la rédaction centrale de Camdis TV plante le décor naturellement avec ce reportage qui nous est rendu à l'instant par Jean-Paul Coignet. Les populations du village Essoata dans le département du Lébialem, région du sud-ouest, sont sous le choc depuis l'assassinat par fusillade de 3 chefs traditionnels de leur village. Ce drame se déroule dans la nuit du 13 février 2021 sous la conduite d'un groupe de terroristes. Après ce forfait des sans-foi nilois qui ont tiré à bout portant sur les gardiens de la tradition avant de jeter leurs dépouilles dans une rivière, les habitants de la localité n'ont plus trouvé sommeil. Et après plusieurs gymnastiques dans la rivière, le 14 février, ses concitoyens ont repêché les corps sans vie des chefs traditionnels afin d'organiser les obsèques. Avec stupeur et indignation, l'on remarque ces recrudescences des actes de barbarie et d'horreur perpétrés ces derniers temps par les bandes armées terroristes sécessionnistes qui continuent de s'aimer la terreur et la désolation au sein des populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le crime perpétré ce week-end sur les autorités traditionnelles était le refus de céder les bénéfices réalisés lors de la campagne cacaoyère 2020-2021. Ces actes odieux et insoutenables pour des raisons illégitimes sont condamnés par les élites et forces vives du Lébialem comme l'ensemble de tous les patriotes camerounais. En tout état de cause, les forces nationales de défense et de sécurité sont exhortées à poursuivre leur mission républicaine de protection des institutions et des populations pour que force demeure toujours à la loi.
Par ailleurs, la majorité silencieuse des citoyens de ce département est appelée à rester très vigilante et à continuer de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Toujours est-il, la recherche de la paix doit être une quête permanente pour toute la société car la paix fera du bien à tout le monde. Nous étions donc plongés dans ce reportage de Pierre-Bernard Coignet dans la région du sud-ouest Cameroun pour comprendre les efforts consentis par les pouvoirs publics, quelques heures seulement après la disparition de ces 3 chefs traditionnels, même si des éléments assez intéressants indiquent clairement les raisons profondes de ces assassinats. Il n'y a aucune excuse, aucune raison valable pour ôter la vie à des personnes, encore moins à des chefs traditionnels qui œuvrent davantage pour la paix et la stabilité dans leur localité. Ce sont les auxiliaires de l'administration du Cameroun. Je vais également souligner que nous allons prendre Stéphane Zeus depuis la ville de Douala pour le pôle de l'actualité dans cette localité et puis l'intervention autour des thématiques qui sont abordées. Ce soir, je commence par vous, Angelo Tueli. C'est vrai qu'on est plongé dans cette barbarie dans la région du sud-ouest du Cameroun. La mobilisation des forces de défense et de sécurité, elle est permanente, mais sauf qu'on a toujours affaire à des actes barbares, ignobles, injustifiable. Si ce n'est pas l'assassinat des jeunes filles entre autres, ce sont les chefs traditionnels désormais qui sont pris pour cible. Quelle lecture faites-vous de cette actualité dans la région du sud-ouest du Cameroun, précisément dans le Lébialem à Fontaine? Déjà, ce que je veux dire, et je parle la main dans le cœur, c'est qu'on ait une pensée pieuse pour toutes ces âmes-là, pour tous ces morts. Parce qu'on se souvient encore le 11 février, le drame de Batibo, l'enfant calciné. Quel est le résultat des enquêtes? Il y a des supputations qui nous disent sûrement des règlements de compte entre différents camps des sécessionnistes. On n'a pas le résultat des enquêtes. Aujourd'hui, on a ces chefs que l'autorité administrative a demandé de rentrer dans leur chefferie et qui se font racketter. On l'a suivi dans le reportage. Et on a envie de se poser la question, nous avons observé lors du Chan, on a rêvé peut-être qu'il y avait déjà un déploiement militaire suffisamment dissuasif pour qu'il y ait petit à petit plus de sécurité. Mais on observe une recrudescence des faits terroristes, des morts, des assassinats et autres. Ce que je peux dire, c'est déjà d'interpeller ceux qui sont au pouvoir, pour qu'on essaye véritablement et sincèrement d'aller vers et justement la sur la résolution. question relative à l'interpellation des membres du gouvernement en vue de stabiliser ces partis, on peut se souvenir également qu'il y a quelques jours, donc hier, disons plutôt, les élites du Sud-Ouest se sont retrouvées au musée national ici à Yaoundé pour condamner avec la dernière énergie les actes barbares qui sont posés dans cette partie du Cameroun. Les ressortissants de cette localité étaient hier représentés. Mais est-ce que ce n'est pas parce que l'élite n'est pas assez agissante dans ces localités-là que cette barbarie perdure? On n'a pas vu beaucoup de communication des ressortissants de cette localité du Cameroun, étant d'ailleurs membres du gouvernement, aller là-bas, apaiser les populations locales et chercher à comprendre davantage pourquoi ça va mal. Serge, moi j'ai souvent un souci avec la démarche du politique de Yaoundé, parce que j'ai la nette impression que les démarches politiciennes dénuées de toute sincérité sont généralement prises. C'est normal, on va faire une réunion, on condamne, mais est-ce que dans la sincérité des actes, on veut bien aller vers la résolution de cette crise? C'est l'interrogation qu'on peut avoir, parce que souvenons-nous, le grand dialogue national qui est le prétexte de la crise, parce qu'on reste depuis 1996, on n'arrive pas à décentraliser. Quand il y a plus de 3000 morts du côté des zones nord-ouest, sud-ouest, on lance un grand dialogue national, il y a des résolutions qui sont prises, on arrive au statut spécial et autres. Mais dans l'application, il n'y a pas de sincérité, parce que pendant qu'on veut décentraliser, et il faut le dire, toutes les parties que vous allez écouter, on va vous dire que la crise du Nozo est une crise autonomiste. Les gens ont besoin de liberté, de paix,
d'avoir la capacité de se déployer. Et puis dans ces zones, il ne faut pas l'oublier, ils ont souvent évolué d'une certaine manière. Ils ont appelé un direct role. Pour leurs différents problèmes d'eau, de route, quand on entend PWD, c'était une société qui s'occupait de la route. Ils géraient leurs problèmes de route, ils n'avaient pas besoin de Yaoundé. Ils étaient diligents. Il y avait une certaine autonomie. Autonomie, justement. La crise est autonomiste. Maintenant, on vous dit, on met sur pied un statut spécial. On va vers une décentralisation. Déjà, la dotation, les 15%, vous avez suivi le discours du président du PCRN, Cabral Libi, à l'Assemblée nationale, qui rappelait au MINFI pourquoi c'est écrit dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées et vous ne respectez pas les 15% de dotation générale. Ça, c'est d'un. On vous dit statut spécial, on vous dit les régions sont autonomes, mais on vous tient, c'est un peu comme on peut le dire de manière triviale. On vous donne la chèvre, mais on tire la corde. Les secrétaires généraux, la caisse. Vous avez un représentant de l'État qui a le droit de regard et de censure à tous les niveaux. Vous avez l'impression que peut-être parce que ce qui est engagé n'est pas sincère. C'est la phase d'implémentation et puis l'État ne peut pas aussi totalement se détourner en ce qui concerne la mise en route de la décentralisation au Cameroun. Il faut tout de même avoir un certain regard parce que vous savez que c'est aussi une phase d'apprentissage. Vous avez des élus locaux qui n'ont pratiquement jamais géré une collectivité et un matin, si les 15% sont totalement transférés, vous savez que la corruption bat son plein dans certains secteurs et on a bien peur qu'on ait à faire un détournement de fonds publics dans les conditions qui sont décidées. Monsieur Bondier, il ne faut pas infantiliser les élus. Il faut totalement tout mettre à disposition. C'est pas l'expression. Vous savez, la gestion n'est pas si compliquée que ça. Quand des personnes ont la responsabilité d'une gestion, elles ont le droit de rendre compte de leur gestion. Et les audits, les commissariats aux comptes sont commis pour certifier les différents comptes et pour apporter la lumière sur la différente gestion. En fait, le problème n'est pas à ce niveau. On a un code général qui est clair. On parle de transfert déjà des compétences. Et les compétences, là, c'est la ressource humaine. Ça veut dire que ces ingénieurs et autres qui sont formés par l'État, qui ont les capacités, doivent être mis à disposition des collectivités territoriales décentralisées. Parce que l'État gère avec qui? Le gouvernement, c'est qui? C'est ses fonctionnaires qu'on peut mettre à disposition. Parce que, voyons, dans tout département au Cameroun, vous avez les différentes administrations qui sont représentées. Pourquoi ne pas constituer cette fonction publique locale qui permettrait justement, parce que ces administrations ont l'expertise de mener à bien des projets. En réalité, il n'y a pas un souci de décongestionner. Parce que s'il n'y avait pas eu la crise du Nozo, est-ce que nous aurons eu véritablement cette décentralisation qui est dans notre constitution depuis 1996? En réalité, le pouvoir de Yaoundé a envie de tout caporaliser, de tout concentrer et de ne pas permettre aux Camerounais d'aller vers le développement. Parce qu'en réalité, vous pensez que le peuple veut aller vers le développement. Chacun a besoin du bien-être. Celle qui a permis de mettre en place la décentralisation au Cameroun, peut-être vous pensez que les dés sont biaisés à ce niveau. En tout cas, l'objectif principal du sujet, c'est pas... Je vous reviens dans une poignée de secondes. Le temps d'échanger avec Elvis Vogo sur la question délicate relative à la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On se souvient, il y a quelques mois, le ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tanganji a reçu à Yaoundé les chefs traditionnels pour chercher à comprendre pourquoi ils ne retournaient pas dans leurs localités respectives alors que les populations avaient besoin de ces chefs pour différentes raisons. Et en son temps, à cette occasion, il a rassuré en disant que les forces de l'ordre feront leur travail et que tout le monde aura l'occasion d'être en sécurité dans cette partie et que pratiquement la barbarie aura véritablement foutu son camp au lendemain de cette rafale engagée par les forces de défense et de sécurité qui ont réussi à mettre hors d'état de nuire certains séparatistes dans cette localité. Mais curieusement, les chefs, beaucoup d'entre eux sont retournés. Le prétexte aujourd'hui, c'est à la défense de leur patrimoine entre autres, mais d'autres personnes trouvent des raisons ailleurs. Pourquoi continuer à rester dans l'insécurité et demander le retour des chefs traditionnels alors que quand ils y retournent, ils sont assassinés? Le cas pour ces 3 qui ont été tués dans le Lébialem. Monsieur Serge Bondier, je vais commencer par présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées qui ont été atteintes par la mort de ces 3 chefs. Et avant de répondre directement à votre question, je vais
je suis étonné par les propos que vient de tenir Monsieur Toueli. Je ne me suis pas trompé. Monsieur Toueli. Ça m'écoeure. En réalité, je suis dépassé. Monsieur Toueli veut nous faire comprendre que le groupe de bandits qui est arrivé dans le village là et qui a appelé les 3 chefs, les a exécutés sur la place publique, l'a fait parce qu'ils veulent une autonomie, ils veulent le bien des populations là. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre là. C'est quoi là? C'est ce groupe là. Ce groupe de bandits. Parce que ça ce sont des bandits. Quand ce groupe de bandits est venu dans ce village, ils viennent racketter les villageois parce qu'ils veulent construire leur route. Ou bien ils viennent tuer les populations parce qu'ils ont le souci du devenir de ces populations-là. Donc, l'expression de leur amour, de leur grand amour pour eux, de leur développement, c'est de venir, de les tuer, de mettre le feu, de piller, de mettre à feu et à sang. Mais non, ne nous détournons pas des vrais sujets. Ne nous détournons pas de la réalité. Ne faisons pas de la récupération politique sur un sujet aussi grave pour jouer sur des mots et des sentiments. Mais Elvis, je vous coupe pas la parole, mais c'est la préoccupation d'Angelo Toueli et tourne autour des questions sécuritaires. Il estime d'ailleurs que la décentralisation était un prétexte, mais sauf que l'implémentation véritable avec certaines libertés, les leviers qui pourraient être ceux des élus, donc en vue de gérer véritablement leurs différents secteurs. Mais on a comme l'impression qu'il y a toujours une certaine mainmise qui gère véritablement la manne financière, quel élément central de la gestion même de cette décentralisation, c'est qui, indubitablement, joue sur ces possibilités d'interagir pour ces chefs ou alors pour ces autorités qui ont été élues dans différents conseils régionaux. Est-ce que ce n'est pas par là que le problème commence, lorsqu'il y a cette restriction entre guillemets et des libertés et d'agir dans le cadre de la mise en route de la décentralisation? Monsieur Serge Mbondje, il n'y a aucune restriction dans la mise en place de la décentralisation. La décentralisation est un système de gouvernance qui vient d'un processus. Il faut laisser le processus à son terme. Et il y a dans le plan d'action de la décentralisation, il y aura l'autonomie financière dont on parle, on chante les louanges, qu'on réclame à corps et à cri, viendra au bout, à partir de la 2e année après la décentralisation, que ça se passera. C'est un processus. On ne vient pas, on ouvre, même quand on veut donner une indépendance, même quand on a voulu faire notre pays indépendant, ça a été la suite d'un processus. Les leviers sont tombés au fur et à mesure. C'est un processus. Normalement, monsieur Toueli devrait le savoir. Depuis 1996 quand même. Non, on n'est pas là pour revenir refaire l'histoire du passé. Nous avons tenu les élections il y a quelques temps. Les élections ont été tenues il y a quelques temps. Ne revenons pas pour reconstruire, pour revenir, sinon on va toujours revenir dans le passé et on ne va jamais avancer. Là, nous devons avancer maintenant. C'est un processus. Cette indépendance, certains leviers vont être levés au fur et à mesure. Et maintenant, pour revenir maintenant sur le cadre sécuritaire, dans lequel se trouvent nos frères qui sont dans les zones du sud-ouest Cameroun et du nord-ouest Cameroun, il faut reconnaître ceci. Les populations elles-mêmes se sont engagées de plus en plus aux côtés du gouvernement pour mettre à mal ces groupes de bandits. Parce que, ne nous comprenons pas, il y a une différence entre des personnes qui ont une revendication politique de la chose et qui reconnaissent et qui veulent marcher dans une certaine légalité. Et n'oublions pas, ne faisons pas l'autruche, il y a des groupes de bandits purs et simples qui sont là et qui ont des intérêts à protéger. Ils vivent de banditisme. Ça reviendra à dire, c'est comme si ils sont justement, Elvis Vogo, je suis avec vous, mais comment comprendre que des bandes armées circulent en toute liberté dans le Lébialem, précisément à Fontaine, alors qu'on est supposé avoir des élites et même des autorités administratives en état de veille, c'est-à-dire la police, la gendarmerie nationale, même le sous-préfet de la localité. Mais comment comprendre qu'ils réussissent à opérer au vu et au su de tout le monde, assassinent des autorités traditionnelles qui sont les auxiliaires de l'administration, réussissent à repartir, même si par la suite on a condamné l'acte qui est posé? Comment ne pas s'interroger sur de tels faits
et alors que les Camerounais continuent de perdre la vie depuis pratiquement 4 ans? Au niveau, comme je disais, il y a des individus qui ont donné, qui se donnent pour mission de mettre à mal tout ce que l'État pourrait faire pour le retour à la paix. Donc leur objectif principal, c'est de jouer les troubles faits. Et à ce moment, ils vont tout faire, ils vont profiter de toutes les failles. Le risque zéro n'est pas encore atteint, ne pourra même jamais être atteint, dans cette zone-là. Parce que même nous, je vais faire un petit parallèle bizarre. Il nous arrive ici, nous sommes ici en plein Yaoundé, mais il arrive qu'il y a des gens qui arrivent, des groupes, on dit des bandits qui arrivent chez vous, ils vous tuent, ils sortent, ils s'en vont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des forces de maintien de l'ordre à Yaoundé. Il y a des forces de maintien de l'ordre, mais comme on dit, il y a toujours des failles dans lesquelles, quand quelqu'un veut faire du mal, il va toujours s'arranger à passer entre les mailles du filet à un moment ou à un autre. Mais ce qui est sûr... Mais pour sortir, je sais qu'on allons prendre Stéphane Zesseux qui nous attend de l'autre côté, mais pour sortir, est-ce que les craintes de ces populations-là, est-ce que les pouvoirs publics en place, les forces de défense et de sécurité n'ont pas senti cette vague de tension qui pourrait exister entre ces chefs et ceux qui ont procédé à leur assassinat? Est-ce qu'il n'y avait pas une joute qui pourrait permettre davantage d'avoir le sentiment que si la sécurité n'est pas assez accentuée dans cette partie, on pourrait encore avoir des éléments aussi tristes que cela? Et ce qui est tout de même curieux, dans cette localité, on sait bel et bien qu'il y a un chef qui s'est autoproclamé roi du Lébi Alem, qui est très connu sous l'appellation de Field Marshal, qui est bel et bien en place, et qui décide et dit que le Lébi Alem lui appartient. En ce moment, l'État est-il faible ou pas? L'État n'est pas faible. L'État n'est pas faible du tout. C'est justement pour cette raison que l'État n'abandonne pas le territoire. Parce que l'État a l'obligation de rester présent dans le territoire, peu importe la menace. Et c'est pour ça qu'à un moment, nous sommes obligés, à chaque fois que nous sommes sur les plateaux, de reconnaître le caractère sacrificiel de ceux qui vont dans cette région combattre en notre nom, au nom de la patrie, pour que l'intégrité du territoire soit maintenue. Parce qu'on se le dise, l'intérêt supérieur de l'État est toujours supérieur à celui des individus. Merci Stéphane, merci Elvis Mvogo. Je vais vous revenir le temps pour nous d'aller dans la région du littoral, à Douala, où nous attend notre correspondant via Skype, Stéphane Zesseux. Il est correct. Il est particulier, voilà, il est là, et avec lui on va échanger autour de la question relative en quelques minutes seulement à cet assassinat des 3 chefs traditionnels. C'est une vague d'insécurité pour certains, Stéphane. On pense bel et bien que la question sécuritaire n'est pas totalement vidée dans cette partie du Cameroun, et il faudrait davantage mener une forte vigilance, question de rassurer les populations. Et lorsqu'on sait encore que c'est une zone qui a été déclarée économiquement sinistrée par le gouvernement de la République, difficiles conditions, lorsqu'on apprend qu'il y a 3 chefs traditionnels qui sont assassinés de manière sauvage. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Serge Bondje, bonsoir aux panélistes, à monsieur Angelo Toueli, qui a raté de justesse d'arborer le titre d'honorable. On peut le lui concéder, honorable Angelo Toueli. Bonsoir à vos panélistes Serge Bondje, bonsoir à vos téléspectateurs. Tout d'abord, je voudrais, comme vient de le faire mon frère sur ce plateau, m'incliner devant la mémoire de ces chefs traditionnels qui sont tombés sous les feux de ce général ambazonien qui sème la terreur du côté du Lébi Alem, Field Marshal. Tel que les informations qui nous parviennent nous le disent. Nous nous inclinons devant toutes ces populations, toutes ces personnes qui ont perdu et qui continuent de perdre des personnes chères dans le cadre de cette crise douloureuse. Je le disais déjà il y a quelques jours sur votre plateau, lorsque vous m'avez fait l'honneur de me convier. C'est triste de se retrouver dans une situation où on discute même, où on épilogue même sur une crise entre Camerounais, voyez-vous, des Camerounais qui, pour des raisons et d'autres, prennent des armes et tirent sur d'autres Camerounais. Aujourd'hui, la crise est allée beaucoup plus loin, au point où Field Marshal va jusqu'à tirer
sur des chefs traditionnels. C'est-à-dire que des personnes qu'il était censé défendre, des représentants des populations pour qui il dit se battre, et il a décidé de les éliminer. Vous voyez à quel niveau de gravité on se trouve. C'est la raison pour laquelle je m'aligne sur ce que pense le gouvernement de la République du Cameroun pour estimer qu'il s'agit ni plus ni moins que de bandits, tout simplement, que de terroristes, que de personnes qui se sont éloignées, voyez-vous, des préoccupations qu'il posait sur la table de discussion au début de cette crise, notamment lorsqu'on considère les questions liées à l'intégration véritable de nos frères qui s'expriment aujourd'hui du fait de la force de l'histoire par la langue anglaise, de cette intégration dans le système politique, de l'intégration dans le système administratif, de l'intégration dans le système éducatif, de l'intégration dans le système judiciaire, qu'on soit quitté de ces préoccupations pour aujourd'hui atterrir sur des considérations autres, au point où un chef de guerre va jusqu'à mitrailler, s'il vous plaît, des chefs traditionnels représentant les populations qu'il dit lui-même défendre. C'est le comble de l'abomination, c'est le comble du terrorisme. Il n'y a pas meilleure situation pour dire que à ce niveau-ci, on ne devrait plus être dans une posture où on discute avec... La préoccupation aujourd'hui n'est pas celle de voir comment mettre véritablement sur pied un cordon de sécurité dans ces parties du Cameroun véritablement, et qu'on ait des patrouilles qui peuvent être mobiles et qui peuvent intervenir à tout moment lorsque la situation semble être critique. Est-ce que le renseignement véritablement est fonctionnel à 100%, comme on le voudrait bien dans ces localités? Je peux vous assurer, Serge Bondier, au regard des informations que très humblement nous pouvons avoir, que les services d'intelligence travaillent très minutieusement, mais la complexité de cette bataille, la complexité de... Je ne vais pas parler de guerre, je suis très mal à l'aise pour parler de guerre. La complexité réside dans le fait que c'est une situation de guerre asymétrique, pour utiliser les termes techniques. On est dans un conflit asymétrique, on est dans un conflit où les personnes qui sont dans l'armée, qui défendent les couleurs du Cameroun, le drapeau du Cameroun, sont également, entre autres, des personnes qui viennent de ces territoires. Ce qui fait que très souvent, il y a des complexités dans la remontée de l'information fiable et véritable. Il y a aussi le fait de ce que ce soit une guerre asymétrique, le fait que les populations que vous rencontrez dans la rue, lorsque vous êtes en train de vous déployer en tant que patrouille, qui sont en civil, sont les mêmes parfois, ou alors au milieu d'eux se cachent très souvent ceux-là même qui se transforment en agents de la guérilla pour attaquer les patrouilles par après. C'est difficile lorsqu'on regarde quelqu'un dans un village de savoir que celui-ci est terroriste et celui-ci ne l'est pas. C'est très complexe pour le renseignement, mais je peux vous assurer que les services de renseignement font un travail minutieux, ils font un travail de ratissage, et c'est la raison pour laquelle la crise, on n'a pas encore réussi à sortir de cette partie du Cameroun-là pour véritablement entrer dans d'autres parties du Cameroun. Vous avez pu voir des petites bombes artisanales exploser à Yaoundé, à Douala et dans d'autres régions. Il y a eu des velléités, il y a eu des tentatives de pénétration d'autres parties du territoire par des agents de cette guérilla-là, mais c'est parce que le service de renseignement est efficace que jusqu'ici, les Camerounais des autres régions réussissent encore à dormir tranquillement. Et je peux vous assurer des informations que nous avons à notre tout petit niveau, qu'aujourd'hui, l'armée camerounaise, qui a renforcé un tout petit peu son déploiement de ce côté-là, est en train de réduire progressivement la NAS vers ces groupements qui sont déjà disloqués, en train de ratisser vers ces gens. Et je pense on est dans une posture où on peut dire que c'est une question de jours, c'est une question de semaines pour la forme de guerre que nous avons actuellement.
Et Mais c'est après pour nous cela, aussi. il risque d'avoir des îlots d'insécurité du fait justement de ce que certains membres de cette guérilla se sont dissimulés dans la population active et seront Merci difficiles à Stéphane. retrouver dans le film. Je vous reviendrai. Merci pour cette contribution depuis la capitale économique Douala. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec nos forces de défense et de sécurité. Merci pour cette analyse. Je vous reviendrai pour la deuxième thématique. Merci de rester connecté sur la capitale Douala. Et bien sûr, on profite pour saluer de manière sympathique tous ceux qui nous reçoivent au-delà des frontières du Cameroun et tous ceux qui ont choisi tous les soirs cette chaîne de télévision pour en faire véritablement le nec plus ultra du prime tous les soirs en matière de télévision au Cameroun. Je reviens dans ce studio avec vous, Angelo Tueli. On va sortir de cette thématique, mais quelle prophylactique, quelle proposition en termes de surveillance, en termes de garantie. On sait que les élites du nord-ouest et du sud-ouest, principalement, se sont retrouvées ici à Yaoundé pour échanger. C'est une rencontre véritablement qui n'a pas accouché d'un grand réconfort parce qu'on s'est lamenté, c'est vrai, mais les questions sécuritaires se posent avec acuité. Quelle thérapie de choc pour davantage rassurer les populations locales et maintenir ce diptyque indiqué par le chef de l'État entre l'armée et la nation afin de maintenir à bien une certaine paix qui soit pour le bien-être des populations camerounaises. J'ai une expression que j'aime bien, la sincérité dans les engagements et dans les actions. Il faudrait que ceux qui ont le pouvoir soient sincères déjà dans les résolutions qui sont prises, notamment celle du grand dialogue, mais également j'interpelle le peuple camerounais tout entier, tous ceux qui sont de cette région-là, parce qu'il faut le dire, il y a une économie de la guerre qui s'est développée, il y a du racket qui nourrit de plus en plus certains qui sont dans les brousses et qui ne veulent pas cesser. J'interpelle également les populations de ces zones parce que ces terroristes ont montré avec la mort des enfants, des populations, on se souvient encore du drame de Kumba, Mother Francisca School, avec ces enfants qui avaient été décapités. Pour dire aux populations que ces terroristes, appelons-les comme ça, ont suffisamment montré qu'ils n'étaient que pour leur intérêt. Et les populations doivent s'unir, doivent essayer de dénoncer de la manière la plus discrète, parce qu'il y a souvent la représailles. De la manière la plus discrète, il faudrait qu'il y ait une sorte de confiance, de sincérité entre tous les acteurs. Ce qui fera que les populations en confiance vont venir vers l'armée, vont venir vers les autorités pour essayer de manière discrète, sans exposer leur vie. Il faut construire pour essayer cette Et c'est cette confiance qu'il faudrait que le gouvernement construise. Aujourd'hui, il y a eu les DDR, au côté du nord-ouest, du côté du sud-ouest, mais vous avez l'information, Serge. Dans ces camps où certains ont déposé les armes, ils sont en train de... Il y a la grève, des grèves de plus en plus dans ces camps de DDR. Est-ce que ce n'est pas un lavage de cerveau qu'ont fait les populations sur le plan local qui désormais prennent un peu comme adversaire l'armée nationale, l'armée régulière? Parce que ces populations estiment qu'elles n'ont pas une véritable garantie en termes de sécurité, parce que ce sont les mêmes qui appartiennent à des bandes armées, qui vivent avec les populations et qui décident de partir de là pour aller commettre des crimes. Donc il n'y a pas cette diffusion de l'information qui peut aider à prévenir certaines barbaries dans ces deux régions. Serge, l'histoire est simple. Si les populations ne sont pas rassurées, si elles n'ont pas confiance à l'administration qui est en place, si elles n'ont pas confiance aux forces de maintien de l'ordre et de défense qui sont en place, mais c'est parti pour beaucoup d'années. Moi, je vais saluer l'optimisme de Stéphane. Parce que la lecture qu'on peut aussi faire, c'est de se dire les démocrates sont arrivés au pouvoir aux États-Unis et ce que M. Trump n'a pas su faire, ça veut dire s'ingérer dans les problèmes des différentes nations. Les démocrates, au nom de la liberté, au nom de vouloir imposer la liberté partout dans le monde, peuvent jeter un regard, parce qu'il faut le dire. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères a le dossier Cameroun sur sa table. Et la résurgence des scènes de crime et autres peuvent ameuter et attirer l'attention. C'est un discours qui n'est pas nouveau, le fait que peut-être le Cameroun soit transporté comme ça par certains devant les organisations internationales. D'arriver au pouvoir. Mais ils y étaient déjà avec Barack Obama. Il y avait déjà la question sécuritaire qui se posait. Qui avait atteint 4000 morts, 3000, 4000 morts. On avait Boko Haram. Oui, mais dans le cas de Boko Haram, les États-Unis ont accompagné l'armée camerounaise
Les États-Unis ont formé l'armée camerounaise. Je me souviens, j'ai fait une livraison du côté de Limbé, au camp de Bir, où les États-Unis étaient les instructeurs. Donc, il y a... Moi, j'ai un peu des doutes. Je me dis, les démocrates qui arrivent au pouvoir aux États-Unis, de plus en plus, il y a des remous de l'autre côté. On veut s'aimer la terreur, on veut attirer l'attention. Et ceux-là qui financent cette guerre, qui sont tapis à l'ombre, qui sont dans ces pays que nous maîtrisons parfaitement, aux États-Unis, en Suisse, en Europe, partout là-bas, et qui, à travers le financement, entretiennent la guerre sur place. Et il faut regarder ceux qui sont au pouvoir ici au Cameroun. Il y a une économie de la guerre qui s'est développée. On aime bien quand il y a la guerre parce que ça fait les décaissements, tout se fait en procédure d'urgence. C'est l'État qui perd. Mais quand l'État perd, c'est l'argent des Camerounais qui sort par une fenêtre. Mais cet argent entre encore dans les poches de certains qui achètent armes, qui achètent munitions, qui essaient de gonfler les missions et autres. En réalité, pour finir, je reviens sur le mot confiance. Il faut construire la confiance entre l'État, les gouvernants et les populations. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les populations recherchent? C'est le développement, c'est la paix. Il faudrait que dans les actions du régime qui est en place, je reviens au grand dialogue toujours pour dire, si on parle de décentralisation, qu'elle soit sincère, qu'on donne les moyens, qu'on donne les ressources pour que les populations aillent vers leur développement, il faut construire cette confiance pour que justement les populations contribuent à parce que les populations maîtrisent elles-mêmes les besoins vitaux et peuvent véritablement s'intégrer dans la gestion de leur cité. Merci Angelo Tueli pour cette contribution à la première thématique. Elvis Vogon va sortir. Il faut rassurer le peuple camerounais que malgré ces actes qui sont posés, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, toujours est-il que les séparatistes ne dorment pas, ils ont plus d'un tour dans leur sac, même si d'aucuns pensent que des actes isolés ne peuvent pas toujours être contrôlés ou contournés par les forces de défense et de sécurité, mais à terme, ce sont des Camerounais qui perdent la vie. Comment rassurer ces populations et surtout permettre qu'il y ait, pourquoi pas, un cadre véritable de concertation visant la reconstruction de ces zones. Vous savez que le ministre Paul Tasson a été mis à la tête d'un comité. On parle de pratiquement 90 milliards de francs CFA qui seront injectés par les pouvoirs publics du Cameroun en vue de la reconstruction de cette zone. Mais comment reconstruire en temps de guerre? Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Non, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. La première, quand cette crise a commencé, on nous l'a présenté comme si il y avait un groupe, toute une population, toute une partie du Cameroun qui voulait se détacher du Cameroun. C'est comme ça qu'on a voulu vendre cette crise à l'international et aux autres Camerounais, qu'il y a une partie du Cameroun qui voulait se détacher du Cameroun, qui voulait se détacher de leurs compatriotes. C'est comme ça qu'on a voulu nous la vendre. Mais ensuite, il y a eu la première bataille, le premier combat qui a été gagné et qui était le plus important, ça a été celui de la vérité. La vérité est sortie et faire comprendre que certaines personnes qui ont présenté un projet d'un pays indépendant, venu d'ailleurs, et c'était une illusion, un mensonge. Ça a été la première victoire, c'est la plus grande victoire. Donc la première guerre était la guerre idéologique qui a été gagnée par le gouvernement camerounais. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, les populations elles-mêmes savent qu'elles sont... Et surtout, il faut ajouter à votre actif, pour ajouter un peu de braise à votre pipe, ajouter un peu d'eau à votre moulin, c'est que tout est parti, dans une certaine mesure, des revendications corporatistes qui ont trouvé des éléments de réponse, avec par exemple une section de common law qui a été créée à l'ENAM, et bien d'autres éléments qui ont suivi par après. Mais est-ce que la confusion doit toujours régner dans l'esprit des Camerounais entre ceux qui étaient engagés dans les revendications corporatistes et ceux qui ont voulu mener le Cameroun dans une scission en créant un État virtuel, en disant qu'on va diviser le Cameroun des deux autres régions qui deviendraient autonomes? Aujourd'hui, le débat est dépassé, mais les questions qui fusent au niveau de la confusion réelle même du combat, c'est de dire que nous ne voulons plus des négociations. On n'a pas de véritable leader, même si le camp a estimé que Ayoub Tabé et compagnie sont encore en prison. Mais dans une certaine mesure, il y a une faction des séparatistes qui ne reconnaît plus leur autorité depuis fort longtemps.
même s'il faut faire un dialogue, avec qui va-t-on dialoguer et quelles sont les principales revendications? Parce que les crimes qui sont perpétrés sur les populations locales, ces crimes n'expliquent rien véritablement. Tout à fait. Parce que, comme je le disais, tout a été mis à nu. La première victoire, ça a été un combat, une guerre idéologique que le gouvernement a gagné. Et à partir de là, la suite va être compliquée. Parce que je vais tenir un langage, je vais me permettre aujourd'hui de tenir un langage de vérité. Et la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Elle est souvent dure, mais la vérité, c'est pas la vérité, c'est la gravité. Comment dire, vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité est que, aujourd'hui, les fauteurs de troubles ne cesseront jamais ils feront tout et tout pour essayer, pour empêcher le retour à la normale dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Ils feront tout et tout. Et là maintenant, ça va être que les populations doivent savoir aujourd'hui qu'il va y avoir de la patience. Parce qu'il n'y aura pas un coup de baguette magique et tout aura disparu. Il y aura toujours des attaques sporadiques, peu importe jusqu'où. La collaboration. C'est pas une question de volonté politique finalement. Si le chef de l'État décide de mettre un terme, donc on va vous dire qu'au Cameroun, dans le nord et le sud-ouest, il n'y a pas une guerre véritable. Hein. Ce sont des bandes armées, ce sont des groupes de bandits de grands chemins qui sèment la zizanie et sèment la panique. Donc dans l'esprit des populations là-bas, ils tuent même à terme. Est-ce que ce n'est pas une question de volonté politique ou un choix du chef de l'État de demander que cette barbarie s'arrête? On a vu plusieurs pays, et on a vu au Soudan, on a vu ailleurs, comment lorsque on a vu en Éthiopie, lorsque l'État central s'élève et dit terminer ces séparatistes, terminer cette barbarie, on veut un retour à la paix. Dans les semaines qui suivent, tout est rentré dans l'autre. Est-ce que ce n'est pas le cas pour le Cameroun? Est-ce qu'on ne peut pas régler ça? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas trouver de manière forte des décisions qui pourraient rétablir la sécurité dans ces parties du pays? C'est une option comme plusieurs autres qui existent, mais comme on le dit toujours, la complexité de cette crise, c'est que nous sommes avec des personnes qui vivent au milieu des populations. S'il y a un moment, il va falloir dire, vraiment montrer les muscles, bomber le torse, il va falloir faire face à des dégâts collatéraux énormes. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement camerounais ait envie. Ce n'est pas dans l'optique du gouvernement camerounais d'avoir tous ces dégâts collatéraux qui pourraient venir, de les avoir sur les conseils, parce que ce sont des Camerounais également qui sont là. Ce qui fait que la première option, comme on l'a dit, la guerre idéologique, savoir que maintenant, c'est par le bon grain délivré. Voici. Ceux qui avaient des revendications, je dirais, nobles, ont été satisfaits et se sont alignés derrière le gouvernement. Maintenant, les bandits de grand chemin, eux, on va s'atteler à les craquer. Pour moi, là maintenant, je m'engage personnellement. C'est pas, je suis pas membre du gouvernement. Là, pour moi, c'est comme un jeune qui veut passer un message. Oui, quand même, parce que les bandits de grand chemin, ils doivent être traqués jusqu'au bout, Peu importe les moyens qu'on puisse mettre, ils doivent être traqués parce que vaut mieux en finir avec eux maintenant que de faire souffrir toute une population pendant des années encore. Et on va attendre naturellement pour bien longtemps. En tout cas, on remarque également, le chef de l'État l'a indiqué, que ce sont des jeunes qui sont là-bas pour défendre les couleurs nationales, et donc des militaires qui assurent la sécurité depuis fort longtemps dans ces parties du Cameroun, sur les zones en conflit, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest Cameroun, et même dans le septentrion de manière générale, dans la région de l'extrême nord, avec Boko Haram, qui ne dort toujours pas. Donc il y a pratiquement un mois, il y a des actes qui ont été perpétrés dans ces localités-là, sans oublier la question sécuritaire dans l'est du Cameroun, avec la question des réfugiés dans le camp de Minao. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette tranche dentelle relative au prime du soir sur Cam 10 TV. Madame, merci de rester fidèle, merci d'être avec nous. On va prendre cette légère transition et nous revenons pour la deuxième thématique de ce soir.
retour dans ce studio Médiacratie, c'est votre programme du soir. Nous échangeons, on le rappelle à chaque instant, sur les sujets d'actualité au Cameroun. C'est l'essentiel de cette émission, tenir l'information, parce que vous savez également, naturellement, que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et nous restons avec l'actualité au Cameroun. Parlons de la Fédération camerounaise de football, avec ce bicéphalisme observé depuis hier. 2 réunions tenues pour le compte du même organisation fêtière du football au Cameroun, avec des comptes rendus et des en-têtes marquées FECAFOOT, tant du côté du comité technique provisoire conduit par le sénateur Albert Mbida que Seydou Mbombo-Njoya, président intérimaire de la Fédération camerounaise de football. On va aller une fois de plus dans la région du littoral pour prendre le sentiment de Stéphane en quelques minutes sur ce bicéphalisme à la tête du football camerounais. Un bicéphalisme qui sera peut-être difficile à gérer lorsqu'on sait encore qu'on est passé par les mêmes situations en mettant sur pied un comité provisoire de gestion, ce qui n'a toujours pas véritablement accouché de bonnes augures pour le bien du football camerounais. Le championnat sur le plan local depuis pratiquement 2 ans est en hibernation. Que deviennent ces jeunes footballeurs qui ont choisi ce métier? Malheureusement, lorsque la politique s'y mêle, on assiste à des situations telles que celle-là, même si la FECAFOOT choisit dans quelques jours de relancer le championnat camerounais en mettant hors la Ligue de football professionnel. Elle, cette ligue qui est reconfortée par le comité technique, donc provisoire, lui, géré par le sénateur Albert Mbida, et qui par la suite donne tous les pouvoirs à la LFPC pour organiser le championnat. Et lui, il a également nommé Lunis Pascal Fouda, un ancien journaliste sportif à la communication de ce comité. Un remue-ménage, Stéphane Zesse, qui nous permet de comprendre qu'on n'est pas tout de suite sorti de l'auberge, malgré les appels à la raison lancés par le chef de l'État du Cameroun. Quel scénario et quel avenir pour le football camerounais avec des dirigeants qui se battent sur la scène alors que les stades sont vides et les footballeurs sont chez eux? Alors Serge, j'ai eu quelques petits soucis. On pourrait écouter votre question dans son entièreté, mais j'ai néanmoins retenu les grandes lignes de celle-ci et on parle essentiellement de ce bicéphalisme de fait du côté de la Fédération camerounaise de football. On en parlait déjà hier avec monsieur Temengue sur votre plateau et on s'interrogeait sur ce genre de cinéma, ce mauvais match de football finalement que nous livrent les acteurs du football camerounais. On est dans une sorte de blocage qui n'en est pas un, parce que au regard des textes, il est évident que c'est l'Assemblée générale de 2009 qui devra diriger les travaux, et c'est donc cette Assemblée, semble-t-il, qui s'est réunie pour mettre monsieur Albert Mbida à la tête de ce comité, en attendant donc l'Assemblée générale qui aura lieu dans les jours à venir. Et c'est donc ce comité-là qui est en train de pousser de force à la porte l'équipe que dirige monsieur Mbombo-Njoya, Seydou Mbombo-Njoya. Donc je suis comme beaucoup de Camerounais, dépassé par ce type de situation qui perdure. Le TAS va certainement trancher dans les heures à venir lorsque puisqu'il y a un certain nombre de décisions qui vont, je crois, intervenir. Alors, il ira de soi que le comité en place, le comité intérimaire en place actuellement sera remis dans ses droits, sera celui qui aura raison. Et finalement, on mettra à la porte l'équipe que dirige actuellement M. Mbombo-Njoya, encore que cette équipe vient d'être suspendue par ce même comité Albert Mbida, on va l'appeler ainsi. Un véritable imbroglio, mais s'il faut rester logique selon les règles de droit et selon ce qui se fait depuis un certain temps du côté de la fédération, notamment le respect des règles, je crois qu'il va de soi que c'est le comité Albert Mbida qui dirigera la fédération en attendant la convocation de cette Assemblée générale de 2009 qui, à son tour, réétudiera les textes
revalidera ces différents textes-là Est-ce que l'État, pour Stéphane, qu'on doit reparte. s'attendre à la mise sur pied d'un comité provisoire de gestion pour élaguer toutes les questions et pour toiletter tout ce qui va tout autour de l'élection ou alors d'une assemblée générale qui verra élire un président de manière légitime sans véritablement avoir des soucis à ce niveau? Ou alors doit-on prendre une pause pour la gestion du football camerounais, c'est-à-dire se départir des organisations, même si pour l'instant l'enjeu principal c'est la CAN 2021 qui se joue en janvier 2022 prochain. Quelle peut être la décision à prendre pour remettre le football camerounais sur les rails afin que tout le monde retrouve la sérénité? Vous savez, c'est le sport qui réunit les Camerounais en cas de difficulté et lorsque ça va mal. Et dans ces équipes respectives, on ne parle pas d'appartenance ethnique ou quoi que ce soit, mais on met en avant le football camerounais qui doit véritablement rassembler les Camerounais. L'élément fédérateur est en souffrance. Que faire? Quelle thérapie? La décision en ce moment revient au chef de l'État, M. Paul Biya, qui doit frapper du poing sur la table, arrêter ce désordre qui n'a que trop duré au sein de la Fédération camerounaise de football. Vous avez pu voir, le Premier ministre Joseph Diongouté a convoqué les différents acteurs lorsqu'on était encore au niveau de la crise entre la Fédération et la Ligue professionnelle. Mais qu'est-ce qui en est sorti? Pratiquement rien du tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, garant de la souveraineté de notre pays, garant également de l'ordre social au plus haut sommet, devrait à son niveau siffler l'arbitrage et siffler la fin de ce match-là, remettre à plat les différentes cartes, décider lui-même de désigner un responsable qui devra gérer ce comité-là pendant un moment. Est-ce qu'on ne parlera pas on parlera d'ingérence, oui, de l'association qu'est la FECAFOOT? Oui, on parlera d'ingérence, mais quand on organise la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est l'État du Cameroun qui investit. C'est l'État du Cameroun qui a les stades. C'est l'État du Cameroun qui a les stades, c'est l'État du Cameroun qui a les infrastructures. C'est l'image de qui en pâtit dans cette situation. Quel est le nom qu'on est en train de piétiner dans la boue depuis un certain temps, si ce n'est le nom du Cameroun? Le label Cameroun appartient à l'État du Cameroun. Et le Cameroun, dans son État de manière générale, devrait défendre en dernier ressort le nom Cameroun, de sorte que ce nom ne soit pas aussi trimballé dans la boue. Quelle image pour la diplomatie sportive, quelle image pour la diplomatie footballistique, que chaque année, depuis près de 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ce ne soit que ce même pays qui se retrouve devant les instances internationales pour parler de troubles au niveau interne. On a nommé autant de comités de gestion qu'on pouvait à travers les comités de normalisation qui ont été mis sur pied, au point où on n'a pas réussi à sortir de cette crise. Et vous savez que ce sont des éminents professeurs de droit, parmi les plus chevronnés que nous avons au Cameroun, qui s'y sont mêlés, mais on n'a pas pu sortir de cette crise. C'est dire que cette crise n'est pas juridique, cette crise n'est pas footballistique, cette crise est politique. À quel niveau précisément, on ne sait, mais toujours est-il que le chef de l'État est celui, de mon humble point de vue, qui reste celui à même de siffler la fin et de remettre du moins les uns et les autres sur les rails. Le droit chemin. C'est un peu complexe, Serge, du fait de ce que la CAN est proche, du fait de ce qu'on doit organiser cette compétition dans les jours à venir. C'est complexe parce que si l'État du Cameroun entre de manière très frontale et très brutale maintenant, on court le risque même de se voir suspendre. Il pourrait avoir des conséquences incalculables pour la CAN. Toujours est-il qu'on risque de voir donc cette situation perdurer peut-être jusqu'en 2022, mais après 2022, véritablement, il faudrait qu'on remette tout cela à plat et qu'on reparte sur de nouvelles bases pour que le Cameroun puisse avoir de nouveau un football dont on peut être fier. Merci Stéphane Zesse pour cette contribution depuis la ville de Douala. Dans ce studio, Angelo Twili, le football va mal. On a deux entités qui désormais sont appelées à gérer le football, chacun dans son propre droit, selon ses propres intentions. On peut aller jusqu'à interroger la légalité du comité provisoire de 2009. Qui a installé ce comité pour gérer le football dans notre pays, même si de l'autre côté, on observe bel et bien que ce comité dirigé par l'honorable le sénateur Ben Bida est motivé par le TAS, qui ne reconnaît pas par la suite la gestion telle que faite par Seydou Mbombo Njoya comme président intérimaire alors qu'il était suspendu, et la FIFA qui autorise, parce qu'elle lui a donné 3 mois pour gérer les affaires courantes avant l'organisation d'une assemblée générale. Donc quel rapt se trouve-t-on au Cameroun en termes de football et comment va-t-on en sortir? Les débats sur le cas Cameroun, quelle que soit
le côté le pan qu'on récupère, c'est toujours la même chose. C'est le problème d'administration des choses, de gouvernance. On a l'impression que l'homme qui a été élu en 2018 n'est pas aux commandes. Moi, j'ai suivi le discours du 11 février. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de commandeur en chef. Il y avait un patriarche très épuisé qui donnait les derniers conseils à ses enfants, qui n'était plus lui, chef de l'État, commandant en chef qui prend les mesures pour que les choses aillent pour le mieux, avec les décisions fortes. Ceux qui sont corrompus au niveau de la FECAFOOT, est-ce que c'est lui qui organise l'Assemblée Générale? Est-ce que c'est lui qui demande aux gens de respecter les textes du football camerounais? C'est lui qui empêche que cela se fasse. Est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité au niveau de ceux qui décident de s'accaparer de football camerounais, de le prendre en otage? Est-ce que ce n'est pas ceux-là même qui décident de faire main basse sur la manne financière qui est octroyée par la FIFA pour la gestion du championnat de football du Cameroun? Est-ce que les mentalités à ce niveau ne font pas problème? Je tombe toujours des nues quand on essaie de dédouaner celui qui a tous les pouvoirs. Stéphane nous l'a rappelé ici. Le Premier ministre, armé de bonne volonté, appelle tous les acteurs de la Ligue de football professionnel et de la FECAFOOT. De cet entretien, qu'est-ce qui est sorti de sérieux? Rien. On se souvient d'Anna Toutoumuna, quand elle était Minak, l'affront qu'elle avait avec le Premier ministre de l'époque. Récemment encore, il y a eu le cas du Premier ministre John Goutte, justement, qui a demandé à ses collaborateurs, ministres responsables des départements ministériels, de transférer les compétences. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tous sont nommés par la même personne, tous prennent le pouvoir au même endroit. Certains ont même des entrées que le Premier ministre n'a pas. Résultat des courses, personne n'a le pouvoir à Yaoundé, personne n'a le pouvoir au Cameroun que M. Biya. Et le sénateur Albin Bida, ils ont compris que bon, comme c'est la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut. Et on se retrouve dans un imbroglio qui ne dit pas son nom. Au niveau de la FIFA. Est-ce que le sénateur Mbida peut arriver au niveau de dire, par exemple, parce qu'il s'est exprimé après cette rencontre d'hier en disant que le MINAT n'a pas qualité à interdire une réunion, alors que c'est le patron de la sécurité sur le plan local. Est-ce que ces propos ne sont pas condamnables? C'est justement de ça qu'on parle. Et quand j'écoute un jeune comme Elvis, qui essaie de défendre le RDPC dans sa malfaçon, sa incapacité à gouverner, mais on est scandalisé. Parce que revenons au football. Oui, posons le débat. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on nous parle de comité de normalisation à comité de normalisation, que la moindre élection, chaque fois, elle est contestée? Dans un pays sérieux, ça n'existe pas. C'est parce que justement, il y a des camps qui tirent les ficelles. C'est un peu comme une maison où il n'y a pas de parents. Ou alors il y a un papa qui est dans l'incapacité d'organiser sa maison, qui est dans l'incapacité de gérer, de contrôler sa maison. On se souvient dans quoi nous sommes aujourd'hui quand on parle de la corruption. C'est parce qu'hier on disait au chef de l'État, il y a des voleurs, il y a la corruption qui est en train de grandir. Il voulait les preuves, il avait toutes les preuves, et il a utilisé aujourd'hui cette arme pour essayer d'enterrer ses concurrents politiques. Il n'y a eu aucune sincérité dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, le football n'intéresse pas M. Biya, en réalité. Je veux revenir en Angelo. On a comme l'impression que vous faites une fixation sur le chef de l'État, malheureusement. Il n'y a pas deux responsables. Serge, quand vous allez prendre le Premier ministre, il a fait ce qu'il a pu. Il n'y a pas eu de résultat. Mais Serge, ou alors vous voulez qu'on temps de permettre à Elvis de réagir, de réagir meubler le temps. Non. Il faudrait qu'on le dise de manière forte. Elvis doit le dire pour que M. Biya, de sa position, se lève pour essayer de mettre de l'ordre dans la maison Cameroun. C'est compris. On a parlé de la crise anglophone. C'est le problème. M. Biya a la possibilité je vous reviens. Malheureusement, on va pas de se lever en chef de l'État pour essayer de mettre de l'ordre. Les Camerounais meurent. Le football se meurt. Angelo, on va pas faire le procès dans ces conditions parce que nous pensons qu'il y a des responsables qui sont nommés qui n'ont aucun pouvoir. Le président n'ira pas tout tout faire. Qui n'ont aucun pouvoir. La preuve, le Premier ministre a convoqué cela. Mais qu'est-ce qui en est ressorti? Rien du tout. Elvis Vogo, le football camerounais va mal, c'est vrai. Le chef de l'État
a donné des instructions, il a même rappelé les dirigeants de l'instance fêtière du football sur le plan local afin que le championnat reparte de plus belle. Mais qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi ça coince? Est-ce que c'est parce que politiquement, il y a des agissements qui sont plus forts et qui empêchent qu'il y ait cette synergie d'action tant au niveau du ministère des Sports qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football? On a vu l'implication du chef du gouvernement de la République, malheureusement. Jusqu'à ce présent, on regarde les batailles entre la FECAFOOT et la LFPC n'ont véritablement rien à coucher. Les gens sont campés dans les positions avec les frappes du TAS à tous les niveaux. Le football va mal au Cameroun. Comment comprendre cette situation qui perdure, on dit la raison de le souligner, depuis plusieurs années dans notre pays, alors que le football a tout donné au Cameroun, mais en contrepartie, le Cameroun a du mal à remettre le football sur les rails. Serge, avant de répondre à votre question, de donner mon avis, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. De donner mon avis sur cette question, je vais d'abord revenir sur les propos de M. Toueli qui dénotent, j'ai l'impression, d'un trouble mental. Parce que tout à l'heure... Jusque-là, non. Non, dans le bon temps, non, dans le bon sens. Excusez, je suis peut-être allé un peu fort du mot, mais... Il a donné un point de vue. Non, parce qu'il y a quelque chose... Il a donné un point de vue d'un jeune qui a maille à partir avec les décisions publiques, avec la volonté du chef de l'État de voir les choses changer. Mais rien ne change fondamentalement. On retombe dans les mêmes travers. Non, je vais juste faire une parenthèse et je vais revenir à vous. Parce que là, maintenant, il demande au chef de l'État de prendre une décision de taper du poing sur la table. Donc, il veut que le chef de l'État ait un certain pouvoir d'ingérence sur ce problème. Mais au même moment, c'est ce qui me surprend, c'est quoi? C'est qu'au même moment, quand nous parlions quand il parlait de la décentralisation, au même moment, il voulait que l'État central n'intervienne pas, soit absent. Donc, il veut, donc quand ça l'arrange, l'État central doit être présent. Quand ça ne l'arrange pas, l'État central ne doit pas être là. Là, en fait, M. Toueli vient nous faire un discours politicien. Il vient nous faire de la politique. Donc, pour lui, il faut chanter que bon, quand ça ne va pas, c'est Paul Biya. Quand ça ne va pas ici, c'est Paul Biya. Donc, quand ça va pas, c'est que Paul Biya n'est pas venu. Non! Laissez-moi terminer. Laissez-moi. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé terminer. Je vous ai laissé terminer. Mais c'est vous qui me terminez. Le discours. Vous m'avez interpellé également. Et permettez Angelo, Elvis Vogo a la parole. Donc, je disais donc que ça, c'est un discours politicien qu'il est en train de mener là. Et ça n'engage que lui. Vous avez suivi le consultant? Terminé. Vous avez suivi le consultant? Il est aussi politicien? Permettez-moi de terminer. Il suffit qu'on me dise la vérité, ça devient un discours politicien? Permettez-moi de terminer. Il n'engage que vous, bien évidemment. Maintenant, pour revenir... les Camerounais qui pensent comme moi, ils sont majoritaires, mon très cher. Pour revenir au problème d'Africafoot, laissez-moi vous dire que de façon personnelle, moi, je suis perdu. Parce que je ne comprends pas à quoi ces deux instances se jouent. Parce que le comité qui est mené par le sénateur, son mandat vient d'où? Pour que ça soit reconnu, sa reconnaissance vient d'où? Je ne sais pas. Je veux peut-être penser que ce problème, la FIFA n'aura peut-être pas joué franc jeu à ce niveau. Parce que le TAS a donné une décision. Je parle de façon simple, parce que je parle en tant qu'observateur simple. Le TAS a donné une décision. Maintenant, la FIFA a, je vais donner l'impression de diluer la décision du TAS. Et après, maintenant, tout le monde, il y a maintenant, ça donne la porte ouverte à tout le monde de se sentir légitime de devoir mettre le football sur les rails. Mais ce qui est là, je ne comprends pas, moi, l'urgence que ces différents acteurs ont aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a une assemblée générale bientôt. J'ose espérer que c'était l'assemblée générale qui était censée remettre tout à plat. Parce que tous les combats qui se font aujourd'hui, si à l'assemblée générale, une décision concrète par rapport à une décision qui se prendra aujourd'hui est prise, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on encore contester la décision de l'assemblée générale? Là, bon, je suis vraiment perdu à ce niveau. Donc, il va falloir que
Il va falloir qu'à un moment... Peut-être il ne réussit pas à remettre en place les idées. C'est vrai que la situation qui prévaut en ce moment, dans le cadre de la gestion du football camerounais, surtout de la gestion des instances fêtières, lorsqu'on sait qu'il y a des bras longs qui interagissent, qui interagissent. Permettez, il n'a pas encore chuté. Elvis Logo, non, pas totalement. Il est dans son raisonnement, c'est qu'il est un peu déçu, si je comprends bien, Elvis Logo. Je suis pas du football, des gestionnaires du football camerounais. Parce que ces personnes ont tout sous la main, mais on veut comprendre, est-ce que ce n'est pas l'argent qui est le facteur véritable problème? Et puis, à côté de l'argent, est-ce que ce n'est pas le processus, le mode qui amène à élire le président de la FECAFOOT qui est un problème? Parce que les délégués régionaux, tant qu'il y a vague de corruption dans le secteur, auront toujours à élire la personne choisie par ceux qui interviennent sous cap et qui tirent les ficelles. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer à décanter la situation pour qu'on ait des personnes réelles et vraies, choisies par ces délégués à la tête de la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'on ne peut pas arriver où on met sur pied un véritable audit, on met cet audit sur pied pour aller sanctionner les gestionnaires de cette fortune publique? Je rappelle en passant que le président Seydou Momo-Dieu a dit que pratiquement 1 milliard de francs CFA sont débloqués chaque année des caisses de la FECAFOOT pour gérer les litiges que la FECAFOOT a avec la LFPC, avec les particuliers entre autres. Cet argent aurait pu servir à autre chose pour le championnat de football au Cameroun. Pour moi, là, actuellement, tout ce que j'espère, c'est que l'Assemblée générale va donner ses conclusions. À cette fois-là, il va falloir que, parce que la solution est un peu délicate, les décisions, parce que s'il faut être de façon pragmatique, la solution idéale serait de renverser la table. Renverser la table et tout repartir à zéro. Mais maintenant, il faut jouer avec doigté parce que nous avons une échéance, une compétition qui arrive dans les prochains mois. Il faut savoir maintenant faire preuve de subtilité. Pour que nous ne reconnons pas, que ces acteurs, parce que tous ces acteurs-là, qui aujourd'hui, certains en fonction, appellent l'État en espérant que l'État tranchera en leur faveur. Mais que ceux-là, quand l'État tranchera, peut-être donnera une indication, pas trancher, donnera une indication qui n'ira pas dans leur sens, seront encore les premiers à remonter vers les instances supérieures, dénoncer une certaine ingérence de l'État. Donc, c'est comme le consultant en ligne a dit, il va falloir peut-être faire preuve d'un jeu d'équilibrisme pour que nous puissions passer l'événement majeur qui nous attend en 2022 et qu'ensuite, après cette CAN 2000, qu'on remette tout reparte de plus belle. Merci. Je voudrais également souligner à l'intention du grand public qui nous regarde, ceux qui suivent le championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroule du côté de la Mauritanie, que le Cameroun a été qualifié pour la finale. Il faut bien le préciser. Se qualifie pour les quarts de finale, de cette compétition de la CAN des moins de 20 ans. Donc 1-0, c'est le score qui vient donc de sanctionner cette rencontre entre le Cameroun et l'Ouganda. C'est un but de Junior Jang Sondé qui permet au Cameroun d'accéder au quart de finale. C'est une information qui nous intéresse. Le Cameroun, malgré que ça va mal, mais dans les compétitions internationales, dans les compétitions sous-régionales, on a quand même de bons résultats malgré ce qui va mal. Question, si le PCRN aujourd'hui était aux affaires et voudrait rétablir la sérénité au sein de l'instance fêtière de football et redorer le blason Cameroun devant le concert des nations, quels sont les premiers éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour redonner du plaisir à ces personnes qui se sont investies moralement et physiquement dans le football au Cameroun? Oui, il faut dire que nous avons une ligue de football professionnelle. Ça veut dire qu'on a pensé que le football devait être professionnel. Mais quand on regarde ces professionnels-là qui n'ont même pas de salaire et qui ont quel salaire, il faut agir à ce niveau. Il faut subventionner le football de telle sorte que les acteurs soient à l'aise, soient pas autant à l'aise que ceux qui jouent du côté des grands championnats étrangers, mais quand même qu'ils aient des salaires décents pour qu'ils se sentent véritablement professionnels. Ça, c'est un aspect sur lequel il faut travailler. Mais aussi, moi, j'aimerais interroger le rôle de la direction technique nationale du football. Nous avons vu le CHAN. Quand on observe nos compatriotes évoluer dans le stade, vous avez observé que nos milieux de terrain, nos attaques,
sont extrêmement nuls. Il est difficile de voir des passes, le ballon posé, une dizaine de passes. Et quand vous regardez le championnat camerounais, c'est la même remarque que vous faites. C'est pour dire qu'il faut essayer d'aller dans les fondations même, créer un style de football qui soit alléchant. Parce que déjà, l'avantage que les Camerounais ont, c'est le spirit fighting. Mais il faut essayer de travailler les parties techniques avec la direction technique nationale. Mais à côté encore. Malheureusement, les contraintes de temps, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Hein. On aurait bien mais aussi vite que ça. C'est aussi ça. Vous ne m'avez pas donné 2 minutes, Serge, pour essayer de dérouler tout ce que j'avais dans le ventre. Parce que ça pousse la curiosité et ça permet de revenir très prochainement. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Hein. Angelo, on aura l'occasion de revenir sur des sujets similaires. Je vous dis bonsoir à vous de rester sur Cam 10 Télévision. Je vous retrouve demain à 18h30. Bonsoir et bonne suite des programmes.